Valérie, tu nous mets une belletite, s'il te plaît. Et une jambe à fromage. Vous avez vu les chiffres en février 2024 OpenAI valorisé 80 milliards. Non mais la vaste blague. OpenAI. Mais oui. Au départ, les mecs devaient faire de l'IA ouverte pour le service de l'humanité. Quoi. Ouais. De valorisation. Quand on voit ce que c'est devenu, quand même. C'est possible de faire de l'IA open source? Une autre voie doit être possible. Ah, apparemment, ouais. Et notamment Hugging Face, on les reçoit là d'ailleurs. Ah, excellent. Ouais. Bonjour. Nous allons voir la marmotte. Oui. À quand le printemps, à votre avis? On n'a pas déjà fait ça hier? Excusez-moi, je ne comprends pas, là. Pour qui je te fous par moi? Dis-moi quel jour on est. Le 2 février, voyons. Le jour de la marmotte. Ah vrai? C'est drôle, je croyais que c'était hier. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Hello, cher public de plus en plus nombreux à nous suivre. Je t'aime, public. Cyril Chaudois au micro pour un nouvel épisode de Trench Tech où la technologie rencontre la réflexion et l'éthique côtoient l'innovation. À mes côtés toujours, les très avisés Thibault Lemann. Hello. Et Mick Lévy. Salut. Alors messieurs, prêts à décortiquer le monde de l'IA avec notre invité d'exception? Le grand. Carrément. Ça va être trop bien. Attention, nous accueillons une toute jeune docteure en philosophie spécialisée en éthique de l'IA et avec un attrait tout particulier pour les IA conversationnelles et donc le Natural Language Processing. Bon, je vais tâcher de surveiller mon langage alors ce coup-ci. T'inquiète pas, Mick, c'est pas Alexa, c'est Giada qu'on reçoit aujourd'hui. Effectivement, c'est Giada Pisti qui occupe donc le poste d'éthicienne de l'IA chez Hugging Face, cette plateforme franco-américaine, communautaire et open source dédiée au machine learning. Alors les amis, voici la grande question de l'épisode. Si, comme on peut être tenté de le penser, l'intelligence artificielle redéfinit notre compréhension du monde, alors l'open source peut-il être un rempart à sa déformation? Nous commencerons donc logiquement par interroger le rôle d'une plateforme d'IA open source, puis nous plongerons dans le dédale des relations entre éthique, technique et droit. Comment ces trois sphères s'entremêlent-elles pour façonner l'avenir de l'IA? Enfin, nous questionnerons la représentation du monde que nous propose l'IA. Risquons-nous la standardisation de nos pensées ou nous exposons-nous à une étrange boucle de rétroaction où l'IA apprend d'elle-même, nous enfermant alors dans une sorte de jour sans fin comme Bill Murray dans l'extrait de ce début d'épisode. Mais ce n'est pas tout. Cet épisode qui vous fera donc voyager au pays des machines parlantes sera aussi ponctué de 2 chroniques que vous adorez. Si, je le sais. Débat en technocratie de Virginie Martins de Nobregat. J'adore. Et la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. Et dans moins d'1 heure maintenant, nous débrieferons, juste entre vous et nous, des idées clés partagées avec Giada dans cet épisode. Restez donc jusqu'au bout. Il est grand temps d'accueillir Giada. Bonjour Giada. Bonjour. On se tutoie Giada? Oui, bien sûr. Eh ben écoute, c'est parfait. Alors, c'est parti pour notre grand entretien. Vous êtes bien dans Trench Tech et c'est maintenant que ça commence. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors, depuis la sortie de ChatGPT, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'acteurs de l'IA qui ont poussé comme des champignons. Parmi eux, une plateforme utilisée dans le monde entier prend un positionnement singulier, c'est celle de Hugging Face. Alors, Giada, au juste, c'est quoi une plateforme d'IA et qu'est-ce qui rend finalement Hugging Face si particulier? Une plateforme d'IA, ça veut dire qu'on héberge du contenu en machine learning principalement, c'est-à-dire qu'on est un peu les principaux hébergeurs de contenus tels que des modèles d'intelligence artificielle de tout type, donc qui font n'importe quel type de tâches. Donc, ça peut aller de l'IA conversationnelle à la génération de vidéos, de musique, d'audio, détection, etc. On héberge aussi des datasets, donc des jeux de données, pareil, de tout type de nature. Et puis ensuite, on a aussi une troisième verticale. Donc, on héberge des applications finies en intelligence artificielle, donc des applications complètes qu'on appelle des spaces. C'est-à-dire que n'importe qui peut développer sa propre application et l'héberger sur notre site. Donc finalement, vous êtes une sorte de plateforme et de grand magasin d'IA qui comprend un peu tout. On peut faire des IA en kit, on pourrait le dire comme Exactement. ça. C'est-à-dire une marketplace, un endroit où tu as directement des algorithmes qui sont prêts à l'usage pour de la reconnaissance d'images, d'objets, pour du langage, etc. Des endroits où tu as directement des données que chaque développeur d'IA
peut venir prendre pour entraîner ses propres IA, c'est ça. Et puis troisième point, un endroit où tu as des applications directement prêtes à l'emploi qu'on peut exécuter sur votre plateforme, du coup, associées à une infrastructure. Exactement. Le but, c'est que, en fait, c'est une espèce de marketplace, mais gratuit, parce que le but, c'est que ça soit collaboratif. Donc, évidemment, il y a la communauté machine learning et d'intelligence artificielle au sens plus large qui est évidemment impliquée et qui publie et héberge au quotidien énormément de données, de modèles et d'applications. Et puis surtout, c'est open source. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, c'est gratuit, c'est ouvert, le code est ouvert. Donc, le but, c'est vraiment le partage et de rendre ça surtout le plus accessible possible, aussi au public qui est pas forcément technique. Donc, par exemple, comme des gens comme moi, qui n'est pas vraiment un profil technique, pour qu'on puisse exploiter ces outils, les comprendre, les utiliser, les étudier. Qu'est-ce qui est open source, Giada, pour bien comprendre? C'est la plateforme elle-même ou c'est tous les La plateforme, contenus qui sont déposés sur la plateforme depuis donc les applications, les données et les algorithmes qui sont forcément en open source une fois sur votre plateforme? Alors, les deux. Après, le contenu, il n'est pas obligatoirement open source, c'est-à-dire que ça D'accord. dépend évidemment des nuances de la licence d'utilisation. Parce Ouais. que, par exemple, si on est organisation et on est en train de travailler sur un projet qui est encore en bêta, par exemple, il y a évidemment la possibilité de soit l'avoir en privé, soit d'avoir une licence beaucoup plus restrictive. Mais le but, c'est que de toute façon, à terme, nous, on essaye de pousser pour que les choses soient le plus ouvertes possible. Après, évidemment, il y a des degrés. J'imagine qu'on aura le temps d'en discuter aussi. Parce qu'open source, ça veut dire forcément tout ouvert ou tout fermé. Oui. Donc, il y justement, a des nuances. Justement, Giada, qui se charge de contrôler l'ensemble des datasets ou l'ensemble des éléments qu'on dépose sur cette plateforme? L'idée, c'est déjà que tous les utilisateurs soient quand même responsables quand même de ce qu'ils hébergent et de ce qu'ils déploient surtout et ce qu'ils utilisent. Et sachant que de toute façon, nous, on a évidemment des lignes conductrices et des guidelines, en gros, et une politique de contenu qui définit et donne quand même aux utilisateurs un peu des garde-fous, en gros, pour leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent déployer, qu'est-ce qu'ils peuvent pas déployer. Ensuite, on a aussi évidemment une équipe qui est dédiée au contrôle de tout ça. Et donc, dont moi, je suis chargée justement, c'est la politique un peu policy de modération de contenu. Donc, ça reste un travail qui est majoritairement humain à aujourd'hui. Faut aussi rappeler peut-être que Hugging Face, malgré le fait qu'on en parle Ce beaucoup, ça travail reste de modération reste oui, majoritairement oui. humain. C'est ça dont Oui, tu parles. oui, hein. exactement. Ouais. En fait, on a très peu d'automatisation, mais surtout, ce que je tenais à dire, c'est que même si on en parle beaucoup de nous, on reste une petite équipe. On est 190 à aujourd'hui, partout dans le monde. Donc, on reste quand même une entreprise assez petite pour l'instant. Et donc, et ce qui est aussi peut-être important à souligner, c'est que on nous compare souvent à GitHub. Donc, GitHub, vraiment plateforme open source d'hébergement de code. La particularité de Hugging Face, c'est qu'on a du contenu machine learning. Donc, comme vous pouvez imaginer, il y a des défis qui sont propres quand même à ce type d'hébergement qui sont pas les mêmes. Par exemple, quand on a affaire que du code où la plupart des soucis, évidemment, proviennent, par exemple, du malware ou des choses comme ça, ou du phishing. Nous, on a des problèmes qui sont beaucoup plus élargis, j'ai envie de dire. Et surtout, comme on est aussi la plateforme de référence pour tout ce qui est l'état de l'art en période de l'IA, en tout cas de ce qui se fait de manière ouverte, ça veut dire qu'on découvre les choses en gros avec nos utilisateurs aussi. Donc, il faut avoir cette flexibilité de pouvoir s'adapter au fur et à mesure sous l'état de l'art aussi de la discipline. Et donc on le dit depuis tout à l'heure, la spécificité de Hugging Face, c'est vraiment ce côté ouvert, open source. Et quand on pense au open source, on pense à la communauté open source qui est quand même très imprégnée et très engagée aussi. Et en général, on pense aussi à autorégulation de la communauté. C'est relativement lié à cette philosophie open source. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et surtout, du coup, s'il y a une forme d'autogestion, d'autorégulation de cette communauté, pourquoi une éthicienne, voire un département d'éthique au sein de Hugging Face, si l'autorégulation c'est si bien que ça et si ça fonctionne si bien que ça? C'est un peu une des grandes questions. Je dirais que évidemment la philosophie open source remonte à bien avant l'avant aussi de l'intelligence artificielle, parce qu'on sait très bien que même si nous aujourd'hui on est en capacité de discuter, c'est parce qu'il y a eu des gens qui un jour ont décidé de déployer des choses qui se font de manière ouverte et pour qu'ils puissent se partager, pour qu'ensuite d'autres personnes en fassent des produits autour, etc. Je pense à énormément de choses, je ne sais pas, comme le chiffre de bout à bout, ou même le fait d'avoir des visioconférences, si je ne me trompe pas, c'est aussi un protocole open source. Donc l'idée, et même le socle, en fait, même par exemple le fameux Linux, sur lequel la plupart des systèmes opératifs sont construits autour, c'est aussi un socle open source.
Donc, en fait, c'est un peu la base de, je dirais, l'histoire aussi de ce qui appartient à Internet. Là où je pense qu'il y a un degré différent, c'est que, comme je disais un peu tout à l'heure avec l'IA, il y a des défis quand même qui sont à une échelle un peu différente parce que il y a des enjeux de société, de jeux, de mise à l'échelle, des enjeux aussi éthiques qui sont pas du même ordre que du simple, hein, encore une fois, entre beaucoup de guillemets, parce qu'évidemment, le code peut être aussi très complexe et les logiciels peuvent être très complexes. Mais il y a des questions qui se posent, je dirais, à un niveau un peu différent. Et donc, l'idée d'embaucher quelqu'un avec un profil comme le mien, c'est d'essayer de guider, pas trop de mettre justement des bâtons entre les roues. Et je suis absolument contre l'idée que des éthiciens, par exemple, dans le milieu de la tech, peu importe quel milieu spécifique, c'est pas vraiment la police de la morale, dans le sens où on va dire exactement, on va pas dire aux gens ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. C'est plus essayer de guider. Moi, une approche que j'aime beaucoup, c'est guider en donnant le bon exemple. Et donc, par exemple, quelque chose qu'on fait à travers mon équipe aussi et à travers la plateforme Hugging Face, c'est par exemple de mettre en avant les bons projets, par exemple, qui ont un impact social assez important et très positif. Tu peux nous donner un exemple, tiens, d'ailleurs Par exemple, il y a eu il y a quelques temps, vous savez, le tremblement en Turquie, et il y a eu une énorme plutôt communauté open source qui s'est créée autour justement de cet événement. Aussi sachant qu'on a des personnes là dans l'équipe aussi qui viennent à peu près de cette région-là, et donc ils se sont servis de tous les outils qu'il y avait sur la plateforme Hugging Face pour aider la police, ou en tout cas la protection civile turque, pour retrouver avec des outils justement open source de géolocalisation, de aide à la recherche, de reconnaissance d'images, plein d'outils machine learning différents, mais déployés un peu de manière, on va dire, interconnectée, pour aider à retrouver par exemple des civils qui étaient encore dispersés ou perdus parmi tout ce qui s'était passé. J'ai très bien expliqué, mais l'idée c'est vraiment ça fait partie. Voilà, l'idée c'était et il y a eu vraiment une vraie association qui s'est créée autour de ça. Et donc, ils ont créé une organisation au sein de Hugging Face. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des projets les plus inspirants que j'ai pu voir naître, croître et aider vraiment sur le terrain. Giada, quand on parle d'open source pour un logiciel, on voit bien, mais quand on parle d'IA, on sait que le comportement de l'IA est très déterminé aussi finalement par les données. Donc le vrai open source pour l'IA, ça serait ouvrir le code, mais aussi ouvrir les données qui ont servi à l'entraînement de ces IA. Alors au fond, est-ce qu'il n'y a pas un grand malentendu quand on parle d'open source en IA ? Oui, tu touches le nerf un peu du sujet, en effet. Je suis pas venu pour rien, moi. Il vient jamais gratuitement. Il y a des fois où j'ai des questions un peu comme ça. Non, mais c'est une excellente question, parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a des papiers de recherche très intéressants sur le sujet, parce que il y a, je dois dire, plusieurs positions. Il y a ceux qui disent que peut-être parler d'open source en IA, ça fait plus trop sens. Parce que comme tu dis très justement, source, c'est code. Mais en plus, j'ai envie d'aller un peu plus loin. C'est pas juste le code, c'est pas juste les données, mais c'est aussi les poids d'un modèle qu'il faut disclose, parce que sinon on peut pas vraiment reproduire. T'inquiète, j'avais une autre question là-dessus. Voilà, mais ça tombe bien. J'anticipe. Très bien. J'anticipe. Et donc, est-ce que il faut aller un peu au-delà de l'idée de l'open source? Est-ce qu'il faut pas plutôt parler de complètement autre chose? Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui préfèrent le terme science ouverte plutôt que open source. C'était le cas du projet. Peut-être on pourra toucher sur le temps Big Science avec lequel j'ai collaboré, où on a justement déployé en science verte le plus gros modèle multilingue qui était entraîné d'ailleurs pas loin. C'était le modèle Bloom. Le modèle Bloom, exactement. Ça. Développé avec l'INRIA, entre autres. Exactement, ouais, agencé, donc en banlieue parisienne. Et donc, en effet, est-ce qu'il faudrait pas aller au-delà? Et c'est pas juste une question de données, poids et code, mais aussi quel type de licence open source on va utiliser. Est-ce qu'on peut se servir d'une, je sais pas, licence Apache 2.0 classique, ou de Creative Commons, ou des licences qui sont vraiment utilisées très facilement à travers le code, ou est-ce qu'il faut pas créer de nouvelles licences? D'ailleurs, c'est une tendance qu'on commence à voir aussi dans l'industrie de l'IA,
ou par Je- je exemple un précise, lambda. Ça va parler à tous les IT Ouais, ouais, et tous les Jada, DSI, pour mais- tous ceux qui ne suivent pas, hein. L'open source, en fait, il y a des licences, des contrats finalement qui régissent les différents usages et ce qu'on peut faire des différents logiciels qui sont mis en open source. Donc, tu en as cité quelques-uns Oui, pardon, j'y vais assez un peu connus. vite. Mais Ouais. la question qui se pose du coup, c'est que ces contrats ont été faits à l'époque de Linux, à l'époque du logiciel, on pourrait dire classique. Est-ce qu'il ne Oui. faut pas réviser ces contrats à l'époque de l'IA? C'est ce que tu es en train de nous dire finalement. Oui, exactement. Et surtout, il y a aussi des nouveaux types. Après, je suis pas du tout spécialiste côté juridique, mais ce que je vois, en tout cas aussi d'un point de vue un peu plus éthique, c'est que commence à avoir une apparition de nouvelles licences qui se créent et surtout des licences, par exemple, commerciales, non commerciales. Donc, en effet, on a le code, on a les poids, on a les données, mais par exemple, on peut pas construire des produits pour les faire vraiment très simples. On peut pas construire des produits autour de ce nouveau modèle d'IA parce que juste Oui. la licence ne nous le permet pas. Donc, en fait, il y a plein de nouvelles contraintes, il y a plein de nouveaux risques, il y a plein de nouveaux cas d'utilisation aussi de ce type de licence qui se créent autour de ce nouvelle utilisation. Effectivement, il y a des sujets sur le terme, mais il y a également le mode de fonctionnement de l'open source. Donc souvent, on entend si c'est gratuit, c'est toi qui es le produit, que je n'aime pas trop parce que ça justement, ça dévalorise un peu toutes ces notions open source qui sont plutôt communautaires. Mais dans l'open source, justement, le principe, c'est que l'open source reste gratuit. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez à vous rémunérer chez Hugging Face ? D'ailleurs, c'est la question qu'on nous pose en première et c'est aussi une question tout à fait légitime parce que souvent on se dit que dans l'open source il n'y a pas d'argent. Là, j'ai envie de dire peut-être la tendance qu'on est en train de remarquer maintenant, surtout sachant qu'il y a aussi des big tech qui commencent à faire le pari de l'open source. Oui. Je pense notamment à Meta qui jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans était pas particulièrement fan, je veux dire, de cette philosophie. Maintenant, ils commencent vraiment à avoir une approche de plus en plus ouverte. Nous, notamment chez Hugging Face, en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, on permet aux entreprises d'avoir accès à notre hub, donc ce qu'on appelle la plateforme Hugging Face, nous on l'appelle le hub, juste, de manière privée. Donc, par exemple, je vous ai parlé des Spaces, donc qui sont ces applications. Une question que vous pouvez potentiellement vous poser, c'est OK, mais pour faire tourner une application d'intelligence artificielle, il faut énormément de puissance de calcul, C'est il ça. faut énormément de Bah oui, GPU. oui. Donc, Du soit coup, comment vous avez vous une la version financez de base, Ouais. soit vous avez une option de base, donc en effet gratuite, soit vous payez l'option pro, par exemple, et ça, D'accord. c'est vraiment en termes comme juste vous en tant qu'utilisateur, où vous payez mensuellement l'accès justement à des clusters pour que vous puissiez faire un upgrade, on va dire, de vos applications pour qu'elles aillent plus vite, pour qu'elles... C'est pensé au modèle freemium en fait, avec ça, le gratuit, oui. tu as accès à la base Ouais. et ça permet de faire connaître la plateforme au plus grand nombre. Et puis quand on Faire le a premier plus test, besoin, il vérifier, faut que tu ailles ouais. sur des modèles. Et in Exactement. fine, en C'est termes ça. de business model, du coup, en tout cas, proposition de valeur monétisée, c'est cette partie hébergement, accès, forme de location de puissance GPU que vous mettez à disposition. C'est pas tout, ça c'est que une des 3 Ouais. verticales, parce que la D'accord. deuxième, c'est en effet, on a pas mal OK, mais nous, comment on a accès à cette puissance de calcul? Je réponds à la question. On a des partenariats justement avec des entreprises de hardware avec qui justement on travaille au quotidien. Et nous, on les aide. Par exemple, on a une équipe dont je suis très très fan au sein de Hugging Face, dont on parle pas assez. C'est l'équipe optimisation. Optimisation, comme le mot l'indique, en fait, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de optimiser le plus possible des modèles d'IA pour qu'ils consomment de moins en moins d'énergie, pour qu'ils soient le plus optimisés possible sur par exemple, GPU ou CPU en particulier. Et ce sont justement des travaux que nous on mène avec les entreprises mêmes qui nous fournissent ce matériel pour que ça puisse bien tourner sur leur machine, pour que ça soit compatible le plus possible. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais à chaque fois, plus on descend de niveau, plus évidemment on a des langages qui appartiennent à ces machines-là, etc. Et donc il y a une collaboration étroite. Donc eux nous fournissent du GPU en gros, et nous on les aide à intégrer un peu mieux Transformer ou d'autres choses. Ça fait partie de vos partenaires clés. Si on parle de clients, qu'ils soient payants ou non payants, en tout cas les utilisateurs de votre plateforme, que ce soit pour aller venir chercher des jeux de données ou donc les modèles en tant que tels, c'est qui exactement? C'est plutôt des indépendants, ce sont plutôt des petites boîtes qui cherchent à faire des POC, etc. C'est les grosses boîtes, c'est les big tech aussi? C'est qui? Je reviens à la 3e verticale justement de notre revenu, qui est peut-être le plus gros de nos revenus. C'est qu'on a des partenariats avec des entreprises qui ont des projets d'IA, qui ont souvent des équipes en long terme, mais qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, on les accompagne. On a toute une équipe dédiée où c'est en gros des machine learning engineers, mais qui font aussi de l'accompagnement client, pré-sale, sale et post-sale.
Et c'est à ce moment-là où on a vraiment des contrats à long terme, où on les aide sur des projets précis et on les aide soit à développer leur propre outil open source sur leur, je sais pas, cas d'utilisation en particulier. Et on accompagne en gros les équipes au jour par jour. Donc ça, c'est la partie un peu moins scalable, on va dire, mais c'est celle qui nous fait gagner le plus d'argent aujourd'hui. Et c'est souvent des grosses boîtes, en gros. C'est pas vraiment trop des petits. Question ultra courte justement sur ces partenariats que vous signez avec ces entreprises. Est-ce qu'elles vous influencent pas sur les orientations à donner ou vous restez vraiment open et assez libre? Non, mais ça, en fait, ça n'a aucun impact sur notre propre roadmap, j'ai envie de dire, parce que nous, on reste en plateforme. Donc, là où c'est le gros avantage, je pense, d'être en plateforme, c'est qu'on n'est pas, on fait pas la même course, par exemple, qu'un OpenAI ou notre entreprise qui développe des produits. Nous, notre produit, c'est la plateforme. Donc, tant qu'on peut rendre heureux à la fois l'utilisateur qui a, je sais pas, l'utilisateur de 18 ans qui sort d'école et qui a envie de tester gratuitement son modèle et de faire sa propre application, et, je sais pas, un gros client. De toute façon, on a les mêmes fins, donc ça change absolument rien. Et non, au contraire, de toute façon, peut-être je l'ai pas mentionné, mais aussi nous, on est les maintainers, je sais pas trop le mot en français pour ça, mais dès la plus grande librairie open source aussi qui existe, sur lequel d'ailleurs sont entraînés la plupart des modèles aujourd'hui, qui est Transformer, qui en gros correspond au T dans ChatGPT, par exemple. Ouais. Génial. Et bien avec tout ça, c'est l'heure de retrouver Virginie Martin-Zenobrega pour un nouveau débat en technocratie. Débat en technocratie. Alors, quand les promoteurs de l'IA, desquels je le suis d'ailleurs, rappelons-le, essaient de se racheter une conscience, ils font appel à une débauche de terminologie marketing. IA éthique, IA responsable, IA for good. Au final, est-ce que tout ça, ça dit pas un petit peu la même chose ? Ces IA ont des correspondances, mais elles ont des finalités différentes et elles touchent des utilisateurs différents. Il ne s'agit pas à proprement parler de catégories jurées, je dirais que c'est plutôt des ensembles et des sous-ensembles qui ont des approches et finalités différentes et donc aussi parfois des règles juridiques différentes. Tu as un premier ensemble très générique qui regroupe l'ensemble des IA, que ce soit de la recherche et développement, de la recherche fondamentale ou diverses applications. Tu as une deuxième sous-catégorie qui est venue assez rapidement, qui est l'IA éthique ou l'IA éthique et responsable, qui vise des systèmes, des applications qui sont conçues, développées et idéalement déployées avec une réflexion éthique et orientée droits de l'homme. Ces applications, généralement, touchaient le B2B, le B2C et de plus en plus touchent le citoyen avec la digitalisation des services publics, des gouvernements et aussi des applications impactant la vie citoyenne. S'agissant de ce dernier point, je pense que l'exemple le plus frappant, surtout en 2024, où tu sais que la moitié du monde est appelé à voter et donc à utiliser des interfaces de plus en plus digitales et l'utilisation des IA aussi lors des élections et des campagnes. Donc, tu as des campagnes d'influence avec le micro-targeting de citoyens en fonction de leurs croyances et de leurs idées politiques, soit pour les renforcer, soit pour les amplifier. Tu as les campagnes de désinformation, tu as les deepfakes aussi utilisés dans les spots et les campagnes. Eh ben mon vieux, et ben avec tout ça alors, il nous reste quoi pour les AI for good ? Alors, le dernier sous-groupe qui est plus restrictif, mais encore qui est aussi plus intéressant et plus challengeant parce qu'il a une double finalité, je dirais, c'est des applications qui sont orientées vers un ou plusieurs des 17 objectifs du développement durable et qui ont un process éthique et droits de l'homme by design. En 2022, on estimait que ça pouvait correspondre à peu près à 134 objectifs du développement durable, mais pour l'instant, il y a un sous-investissement et on estime qu'ils sont financés à moins de 10% de l'investissement total au niveau mondial. Pas top encore. Bon, mais comment on fait finalement pour être IA for good ? Ça se décrète, il suffit de le dire ? Alors, 3 choses que je distinguerais au niveau opérationnel d'abord. Il y a des principes directeurs qui existent, qui sont là pour accompagner cette démarche, tournée vers les ODD avec un éthique by design et un droit de l'homme by design, que ça soit de l'idéation au déploiement de ton IA. Tu peux trouver ça par différents groupes, notamment au niveau des Nations Unies, mais également au niveau des groupes de réflexion. Au niveau éthique et gouvernance, tu as une question qui est systématiquement poussée par les différentes agences, organisations internationales, soit dans des recommandations ou des rapports, notamment par l'envoyé spécial à la technologie. Et je trouve que dans son dernier rapport intérimaire, tu as 5 principes qui peuvent être intéressants à retenir, ou en tout cas qui sont en gestation au niveau international. Ce sont que les IA doivent être conçues de façon inclusive, pour le bien commun et l'intérêt général. Donc là, tu retrouves notre 3e catégorie de l'IA for good, avec une gouvernance qui doit aussi se mettre en phase avec la gouvernance des données, ce qui est en fait, quand tu es au niveau technique, un peu une lapalissade, mais finalement qui n'était pas là dans les discussions jusqu'à l'heure actuelle. Et on doit promouvoir également les biens communs de données. Ensuite, tu as au niveau juridique, tu as le droit international qui s'applique toujours et encore et qui doit être respecté. Et tu as aussi une généralisation du principe humanitaire do no digital harm, qui veut dire ne pas causer de préjudice lorsque tu développes ou tu déploies une application.
Les discussions du moment sont également désormais sur le cadre d'analyse des risques. Je dirais que la question qu'on se pose à l'heure actuelle au niveau international et au niveau réglementaire, c'est comment inciter les investissements et comment faire que l'IA et l'innovation soient orientées vers des besoins, notamment les objectifs du développement durable. Et c'est une question qui reste assez ouverte sur la table des négociations. La question, finalement, c'est toujours un peu la même. C'est pour qui on développe ces systèmes d'IA et comment on le fait. Et en fait, c'est là que tu retombes sur la dernière catégorie qui est l'IA for good. Est-ce qu'on le fait pour les objectifs de développement durable? Est-ce qu'on le fait pour le bien commun? Et est-ce qu'on le fait avec éthique et aussi en respectant les droits de l'homme et le droit international? French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, merci Virginie. Dans de nombreux épisodes, nos invités constatent que beaucoup de monde parle d'éthique, mais que tant que la peur du gendarme ne fait pas son œuvre, avec un cadre réglementaire contraignant par exemple, alors ça reste souvent des paroles en l'air. C'est d'ailleurs aussi notre constat à Mick, Thibaut et moi-même, qui conseillons les entreprises depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à créer French Tech. Giada, ton doctorat t'a mené à travailler au sein d'un laboratoire de recherche en sciences, normes, démocratie. Alors nous allons tenter de décrypter l'articulation entre technique, éthique et droit. Est-il vraiment réaliste, Giada, d'attendre des boîtes privées une démarche éthique, disons, volontaire, quand elles veulent mettre sur le marché de nouveaux produits et créer de nouveaux usages le plus rapidement possible? Coucou Sam Altman en novembre 2022. D'ailleurs, c'est marrant que tu nommes Sam Altman alors qu'ils ont une équipe de sécurité qui est parmi les plus grandes et les plus importantes en produit. Mais c'est vrai que moi, je pense que la grande question aussi philosophique qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut en effet répondre à ce genre de questions et avoir, par exemple, un produit qui est 100% éthique dans le milieu dans lequel la technologie voyage aujourd'hui, sachant qu'il y a la bulle spéculative, surtout autour de l'IA, un peu comme il y a eu autant dans les temps d'Internet au début, dans les années, 70, 80, 90. Donc, c'est la grande question qu'on se pose. Je n'ai pas de réponse définitive parce qu'encore une fois, je pense que ça dépend vraiment du cas par cas. Parce que moi, j'ai eu vraiment la chance, avant de travailler chez Hugging Face, je travaillais pour une entreprise qui était beaucoup plus petite, parisienne, qui développait des chatbots. Et pareil, j'ai été embauchée en tant que chercheuse en éthique aussi. Et je faisais de la recherche et développement et j'avais vraiment mon mot à dire. Et pareil, chez Hugging Face, et c'est pas pour apporter de l'eau à mon moulin, comme on dit en italien, mais je suis vraiment écoutée. Donc, alors que j'ai aussi des retours d'expérience de collègues qui ont le même profil que moi, qui ont fait les mêmes études, qui travaillent aussi, qui sont intégrés dans des entreprises, qui au contraire sont pas trop écoutés, soit ils sont mis à faire juste des T'aurais un exemple concret, Giada, pardon de te couper. Alors, l'eau au moulin, on le dit bien en français aussi, par exemple. Ah, bien ok. vu. Ça marche. Ça marche. C'est noté. Mais on le dit pas avec un accent aussi savoureux que toi quand même. Mais bon. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Tu dis que tu as été écouté effectivement sur tes recommandations éthiques au sein de Hugging Face. Est-ce que tu as un exemple concret qui te vient en tête? Bah déjà, je suis en charge de la modération de contenu, donc ça veut dire que c'est moi aussi qui, évidemment, je consulte l'équipe légale parce que on reviendra, mais une articulation très importante qui se fait entre équipe et droit. Mais c'est moi qui réfléchis à des questions assez complexes du genre qu'est-ce que c'est du contenu sexuel, quel type de contenu il faut qu'on héberge sur notre plateforme, pour quelles raisons, quelles sont les valeurs qui guident ça, et c'est une réflexion que j'ai qui est purement philosophique et on me fait confiance et je suis écoutée. Ou alors, et quand tu dis du contenu sexuel, c'est quoi? C'est dans les datasets que tu peux retrouver du contenu sexuel? C'est malheureusement dans ça, tout. Ouais, ça peut aller dans les trois catégories que je vous ai citées parce qu'on peut faire un modèle qui en génère. Donc, je sais pas si c'est mieux ou c'est pire que d'avoir juste un dataset. On peut avoir une application concrète, donc un space qui génère ce type de contenu, qui a pas de filtre, par exemple, qui a pas de filtre de contenu, qui a pas un sort de tag qui indique aux utilisateurs qu'il peut avoir ce type de contenu aussi. Et puis moi, j'identifie aussi, quand on parle de contenu sexuel, il faut identifier celui qui est demandé, donc explicite, dans le sens où c'est l'utilisateur qui demande ça, en espérant qu'il soit majeur aussi, parce que sinon, il y a des problèmes légaux. Mais il y a aussi le unintended, dans le sens où on essaie de générer du contenu, que évidemment, le plus visuel, c'est les images, les vidéos, mais ça peut être aussi du contenu sexuel si c'est du texte, genre un échange très, très chaud. Et est-ce que c'est sans la sollicitation de l'utilisateur? Il y a des cas comme ça qui peuvent arriver. Et dans mon sens, c'est encore plus grave parce que c'est une personne qui l'a même pas demandé. Donc en fait, on met ce genre de contenu devant les yeux de quelqu'un qui, de un, s'y attend pas,
Peut-être c'est un mineur. Comment tu définis ces règles, Giada? Parce que ça, on en parle beaucoup et la Silicon Valley est très souvent attaquée là-dessus. C'est-à-dire, ils définissent finalement leurs propres règles de modération qui correspondent très souvent à une vision un peu américano-centrée, parfois même woke pour certains. Ouais. Du coup, comment vous sur les définissez questions ces sexuelles, règles-là? très prude, parce que moi, plus d'une fois, je me suis fait. Ça, c'est pas rigolo quand même. Non, mais je me suis fait bouler de prompts sur GPT, etc. Ouais. Un refus d'obstacle, et tu ne sais absolument pas pourquoi. Qu'est-ce qui bloque dans le prompt? Donc il y a aussi cette remarque à l'inverse, quoi. Donc finalement, comment toi tu définis ces règles, et est-ce que le fait que Hugging Face soit une plateforme française, en tout cas à l'épicentre français, et sur laquelle vous faites porter une attention particulière à l'éthique, donne une autre saveur de règles que celle qu'on peut avoir sur les plateformes américaines? Je pense que déjà d'avoir mis un philosophe à réfléchir à ces questions, on essaie de creuser encore plus. Là où on en est arrivé maintenant, c'est qu'on fait tourner en tout cas tout ça autour de la valeur du consentement. Donc c'est ce que je disais déjà, c'est est-ce qu'il y a eu consentement? Par exemple, si c'est un deepfake et il n'y a pas eu le consentement pour utiliser une image d'une femme ou d'un homme ou n'importe quelle personne qui est utilisée et que c'est du contenu qui devient sexualisé, voilà, pour le coup, c'est pas OK. Mais dans le même sens, et je rejoins complètement Cyril, c'est le même raisonnement qu'on a eu nous. On n'a pas envie d'être aussi prude, on n'a pas envie d'être parce qu'il y a aussi des cas d'utilisation, notamment, et ça, je pense que c'est le gros avantage d'être aussi proche de la communauté, dans le sens où on est on est à leur service, donc on est vraiment impliqué dans les conversations qui ont lieu. Au tout début des modèles de diffusion, donc rappel type Stable Diffusion, modèle de génération d'images qui sont basés sur l'architecture qui s'appelle de diffusion, on s'en fiche. Mais en tout cas, au tout début, quand ils ont commencé à être un peu à la mode et qu'on crée énormément d'applications autour de ça, on a eu des retours d'utilisateurs qui nous disaient « Moi, je suis un artiste, je crée aussi ça m'arrive de créer des larmes érotiques. J'ai pas envie d'avoir un modèle qui, à chaque fois qu'il y a un sein ou, je sais pas, un bout de jambe, d'un coup, ça bloque tout. » Donc, c'est le problème de l'origine du monde sur Facebook il y a quelques années. Oui, exactement. C'est là qu'on est typiquement dans la vision de la Silicon Valley, trop prude parfois. Ouais. Mais d'ailleurs, j'avais un autre exemple de Meta, je l'avais lu, ça m'avait aussi un peu choqué. Après, vous direz, c'est très difficile de faire la part des choses, mais c'est là où on peut pas tout automatiser. J'avais lu d'un cas d'un père qui avait son enfant qui avait eu un problème, en gros, sur son sexe, d'une infection. Il avait pris des photos, a envoyé à son médecin, à son pédiatre, et il s'est fait bloquer son compte Google parce que ça avait téléchargé ses photos automatiquement sur Google Drive. Il s'est fait bloquer son compte pendant très longtemps. Il a même risqué un procès de pédophilie, pédophilie, alors que c'était pour des raisons médicales. Donc, j'en avais entendu parler. Donc vous, chez Hugging Face, vous avez su mettre en place des règles qui pallient à ça, du coup. Évidemment, on n'a pas la baguette magique et j'ai pas envie de dire que nous, on est parfait, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais en tout cas, on essaye de réfléchir à ces questions autour de valeurs qui sont qui essaient de faire la part des choses, qui essaient de nuancer tout ça. Et c'est pour ça que je disais, nous, on a une approche vraiment qui essaie d'analyser, surtout quand on a des cas qui sont pas vraiment noirs et blancs, on essaie vraiment d'apporter un regard plus étendu, en échange entre nous, et notamment sur le contenu sexuel. Ce qu'on veut faire à terme, c'est aussi contacter des associations, par exemple, qui travaillent sur ce type de sujet, à la fois sur des violences sexuelles, mais aussi sur, je sais pas, communauté. On est en contact avec des communautés d'artistes, des gens qui font une utilisation qui n'a rien de mauvais dans vraiment le sens un peu philo-moral du terme, dans ce genre d'utilisation, pour un peu contrebalancer. Donc, on cherche toujours à évoluer. Mais encore une fois, ça peut aussi évoluer dans un sens ou dans l'autre. Peut-être qu'on fera des erreurs, il n'y a pas de souci. L'important, c'est d'être dans le dialogue, je pense. Ouais, c'est ça. Mais alors j'en reviens 2 secondes quand même à la question de départ, puisque le but, c'est de faire un peu le parallèle dans ce triptyque entre l'éthique, la technique et le droit. Oui. Quand tu nous as donné ton exemple de tout à l'heure de la première boîte dans laquelle tu as bossé, où tu t'es écouté avec cette boîte qui faisait des chatbots, aujourd'hui tu t'es écouté, c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises, elles n'ont pas toute une équipe d'éthiciens et d'éthiciennes, etc. In fine, c'est quoi le sujet? C'est plus la technique ou c'est plus le business qui a besoin d'être encadré par une équipe d'éthique? Parce qu'on a tendance à dire oui, la technique, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est l'usage que l'on en fait. Et puis on entend aussi l'inverse, c'est-à-dire elle est porteuse d'une idéologie, bien souvent politique, en tout cas l'idéologie de ceux qui la font. Donc il est où le problème si à la base
les chefs d'entreprise, les innovateurs n'ont pas d'intention malveillante à la base. Quand ils veulent mettre un produit sur le marché, c'est plutôt le business qui manque d'éthique entre gros guillemets by design ou c'est la technique en elle-même? La grande question aussi. Je pense que c'est pas. Ouais, ça fait vraiment un beau sujet de dissertation. Si j'essaie de unpack un peu tout de ta question. Déjà, c'est vrai que je pense qu'on a compris, et je suis sûre que vous en avez déjà discuté auparavant, pas juste avec moi, avec d'autres collègues. La technologie, la technique n'est pas neutre. Elle est politique. Ça dépend pas juste. Et là où la question est complexe, c'est que ça dépend pas juste de l'utilisation, mais ça dépend pas juste non plus des intentions. Parce que si je vous mets devant un dilemme du genre le fameux dilemme du trolley, mais on peut aller même beaucoup plus loin en se disant, est-ce que la fin justifie les moyens? Moi, j'avais des bonnes intentions. Par exemple, imaginons, j'ai un exemple de réseaux sociaux. J'avais lu, je ne sais pas si vous l'avez vu, un documentaire qui est sorti maintenant il y a 3-4 ans de Social Dilemma, d'ailleurs, qui est disponible sur Netflix aussi. C'est un petit coucou à Emmanuel qui avait fait une chronique sur ce sujet-là. Ah, super. Bon. Coucou Emmanuel aussi. Et en effet, il y a eu un passage qui m'a beaucoup marqué où il y avait le développeur qui était derrière le petit cœur du like de Facebook et il se disait, moi, mon intention, c'était de partager le bonheur, de partager l'amour, le fait d'aimer quelque chose. Et donc, ça partait de bonnes intentions, d'un point de vue moral, mais les conséquences que ça a eu derrière, c'est que finalement, à aujourd'hui, par exemple, des plateformes, je ne suis pas sur Facebook, donc je ne sais pas comment ça marche, mais sur Instagram, par exemple, ils ont été obligés d'effacer le nombre de j'aime parce que il y a eu notamment toute une nouvelle génération de très jeunes, des adolescents, notamment des femmes adolescentes, où leur auto-estime, par exemple, était basée sur le nombre de likes. Donc, est-ce qu'on peut juger par les intentions? Pas trop. Enfin, il y a des limites. Mais on peut juste rajouter quand même à ton anecdote qui est effectivement croustillante, et si vous n'avez pas encore vu ce documentaire, regardez-le, The Social Dilemma, Nos écrans de fumée en français, que après le cœur de Facebook, ils ont quand même aussi surpondéré le dislike dans leur algorithme. Donc voilà. La réaction énervée, le dislike. C'est la réaction un peu colérique, comme quand je vois Mick qui voit le chrono qui tourne un petit peu trop. Thibaut. Moi, j'avais toujours une question qui m'interroge dans ce milieu-là, c'est l'arrivée de l'éthique dans une entreprise. Comment est-ce que... Alors, on a l'impression que dans les sujets d'IA, l'éthique arrive, on va dire, presque naturellement, mais qu'est-ce qui fait que l'éthique arrive au cœur de votre entreprise? Est-ce que c'est un souci légal, un souci moral, un souci juridique, un souci... Comment est-ce que on arrive à embaucher dans une entreprise des gens sur l'éthique? Alors déjà, je dois dire que l'éthique appliquée, c'est pas quelque chose de nouveau qui est né avec l'IA. Ça peut aller depuis super longtemps. Ça remonte à peu près les années 60 du XXe siècle aux États-Unis, où on a commencé à avoir des réflexions autour, par exemple, de l'euthanasie, le suicide assisté, le GPA, l'avortement, etc., où on se dit, tiens, c'est des questions quand même où une réflexion philosophique peut-être serait pas mal. Après, d'ailleurs, comme le dit aussi Daniel Handler dans son dernier livre, qui est très bien sur l'intelligence artificielle, d'ailleurs, je suis pas payée par lui pour faire de la pub, mais je l'ai lu, il est très bien. Vas-y, mais on adore la bibliographie, on a besoin de ça. Redonne-nous le titre, c'est quoi? Je crois que c'est intelligence artificielle, intelligence humaine, ou quelque chose comme ça. Et il est paru vraiment... Daniel Handler. Oui. On mettra le lien dans Attends, on a fait des big up à Emmanuel, à Daniel Adler, à l'équipe et à l'équipe optimisation. Ouais, on fait coucou à tous ces gens. Moi, j'ai mis à rendre hommage. Tu as raison. Ouais, c'est ça. Et dans ce fameux livre, effectivement. Et je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc en effet, quand on parle d'éthique appliquée, surtout quand on parle d'éthique appliquée à l'IA, on a souvent tendance à l'associer justement au premier métier de bioéthicien, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on se poserait autant de questions sur les bioéthiciens? On se dit juste, il y a un comité éthique qu'il faut, je sais pas, réfléchir à la question de la modification génétique, notamment, c'est une évidence, il nous faut des éthiciens. Ou alors, je suis étudiant en médecine, je dois, je sais pas, faire des tests et des expériences sur des sujets humains. C'est une évidence, il nous faut des experts en éthique, il nous faut un comité éthique pour nous conseiller sur ça. Donc, c'est un peu plus automatique, je dirais, peut-être parce qu'on a plus l'habitude. Et j'imagine, en tout cas, j'espère que ce sera la même chose pour des métiers comme le mien dans le futur. Après, là, je reviens justement à la biblio que j'ai citée avant. On ne peut pas comparer la médecine à l'intelligence artificielle, parce que la médecine, intrinsèquement, sert à soigner des gens.
l'IA... Même si l'IA est très utilisée en médecine, très utilisée, mais intrinsèquement... En pharma aussi. Oui, mais intrinsèquement, on ne peut pas dire qu'elle sert à résoudre des problèmes. Même parfois, elle en crée. Donc, elle peut en créer. On n'est pas tout à fait technosolutionniste, mais il faut quand même dire qu'elle contribue aussi à en résoudre quelques-uns de ces sujets. Bien sûr. Tu fais bien de parler de santé, de bio. Moi, j'avais envie de te questionner sur la pharma. Finalement, si c'est plus la peur du gendarme qui fait bouger beaucoup d'entreprises, parce qu'à un moment donné, il y a un cadre réglementaire, une loi, un AI Act, par exemple, entre autres, plutôt qu'une dimension éthique de fait, alors pourquoi est-ce que dans l'univers de la techno, on ne fonctionne pas comme dans l'industrie de la pharma, justement, par exemple, avec des contrôles avant autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle techno? C'est une bonne question d'ailleurs. Il y a pas mal de gens qui réfléchissent et j'ai envie de dire, là où je l'ai entendu le plus, c'est surtout aux États-Unis et puis aussi c'est là où peut-être ça me fait un peu plus peur. Je ne sais pas si on a envie d'avoir une organisation, soit-elle internationale ou nationale, qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on déploie, ce qu'il faut qu'on crée ou pas. Et donc, quel est vraiment le dernier mot? Là où peut-être, en effet, ce serait peut-être utile, et de toute façon, c'est quelque chose qu'on commence déjà un tout petit peu timidement, j'ai envie de dire, commence à voir notamment en UE avec l'AI Act, c'est des petites régulations qui commencent à apparaître petit à petit. Moi, je pense qu'on est encore dans la phase vraiment de création. Moi, je le vois au quotidien avec mes collègues machine learning engineers. Parfois, il y a des choses qui marchent pas. Juste, ils vont tester et jusqu'à quand ça marche, c'est le moment où ça marche, bam, c'est déployé. Donc, d'un point de vue, c'est là où, par exemple, le travail, je me dis, d'un épistémologue, donc un philosophe des sciences, d'aller suivre de près le travail qui se fait en machine learning, c'est compliqué parce qu'on est vraiment c'est une histoire, j'imagine que vous l'avez répétée longuement, mais elle est vraiment très intéressante, l'histoire du machine learning, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant une période, il s'est rien passé pendant une longue période. Là, maintenant, il se passe beaucoup trop. Donc, c'est aussi compliqué de faire la part des choses. Et il y a aussi des gens qui suggèrent que la démocratie devrait aller plus vite. D'ailleurs, je sais plus qui sur Twitter, quelqu'un a retrouvé un passage où je redisais ça à un moment, je sais plus où, et on se disait, ah non, mais ça, il faut absolument que la démocratie aille plus vite pour faire en sorte qu'elle soit au même pas de vitesse que la technologie. Désolée, mais je ne suis pas d'accord, parce que si la démocratie est lente, c'est parce qu'elle a besoin d'avoir un process qui est lent. La démocratie, elle n'est pas tout le temps d'accord, c'est même le principe même de la démocratie. Donc, l'idée, c'est pas à tout le monde, tout le reste de la société de s'adapter à l'IA. Moi, je pense, en tout cas, mon pronostic de bol de cristal, c'est-à-dire qu'à un moment, on va se calmer. Juste, on va faire ce qu'on a à faire et on trouvera plein de cas d'application super intéressants avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais pour l'instant, on est encore dans une phase très créative. Et donc, je vois mal, en tout cas, qui aurait vraiment la légitimité de dire, ah bah ça, tu peux déployer. D'ailleurs, ça me fait penser, en Inde, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, le gouvernement avait dit que pour tout nouveau déploiement d'IA, il fallait passer par le gouvernement. Ça a créé un scandale incroyable à l'international. Ils sont revenus sur ça au bout de quelques semaines. Donc, ils ont retiré ça. Les choses progresseront probablement dans les mois et dans les années à venir. En tout cas, nous aussi, on va calmer un peu le jeu. On va faire une petite pause. On va rester dans le domaine de la morale et des machines morales, même avec la tech entre les lignes de Louis de Diesbach. La tech entre les lignes. Salut Louis, aujourd'hui on va parler d'une expérimentation à grande échelle. Et même à très très grande échelle, près de 40 millions de répondants à travers quasiment tous les pays du monde, y compris l'Italie, donc un petit coucou à Giada. Et c'est l'exploit qu'ont réalisé 4 chercheurs, notamment du MIT, mais aussi de l'Université de Toulouse, pour leur projet The Moral Machine Experiment, dont ils feront un article éponyme dans la très prestigieuse revue Nature. Très bien, donc c'est quoi cette expérience d'une machine morale ? Alors, les chercheurs se posent la question des véhicules autonomes. Comment leur indiquer quelle option choisir quand ils font face à un accident inévitable ? Un peu comme dans le dilemme du tramway dont j'avais déjà parlé. Que choisir ? Ils ont donc créé une sorte de petit jeu, toujours disponible en ligne d'ailleurs, dans lequel les utilisateurs doivent choisir entre 2 situations pour indiquer ce qu'on pourrait appeler leur préférence morale en quelque sorte. La machine génère des scénarios d'accident en distinguant 9 facteurs.
Épargner des humains plutôt que des animaux, des hommes plutôt que des femmes, des jeunes plutôt que des vieux, des personnes en bonne santé plutôt que des obèses, des riches plutôt que des pauvres, les passagers de la voiture plutôt que des piétons, et les individus qui traversent quand le feu est vert plutôt que ceux qui enfreignent la loi. Non mais c'est horrible ce jeu, ça serait comme de me demander de choisir entre Mick et Thibaut. Bon, blague à part, ça fait 7, ça fait pas 9, je suis désolé. Je vois que tu suis, c'est très bien. Ils ajoutent à cela 2 facteurs, la question du nombre de vies sauvées, un peu comme avec le tramway, et la question de l'action, laisser la voiture aller tout droit plutôt que de la faire dévier, toujours comme le tramway. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne des résultats hyper intéressants, mais qui donnent aussi envie de s'arracher les cheveux. Ah non, alors pas ça, hein, j'en ai déjà plus beaucoup. Pourquoi ça, s'arracher les cheveux ? Mais parce que les gens ne sont pas du tout d'accord. Alors bon, il y a quand même quelques consensus qui émergent. D'abord, épargner plutôt que des humains que les animaux, les jeunes plutôt que les vieux, et puis la loi du nombre. Au plus on sauve, au mieux. Mais l'étude montre autre chose que je trouve absolument fascinant. Notre culture joue un rôle déterminant dans nos choix. Je m'explique. Les répondants peuvent, en gros, être catégorisés dans 3 grands clusters, 3 grandes catégories. Le cluster Ouest, Amérique du Nord et une grande partie de l'Europe. Le cluster Est, les pays bouddhistes, confucianistes et musulmans. Et le cluster Sud, les pays d'Amérique latine, la France et les pays qui ont subi l'influence française. Et ces clusters, bien que d'accord avec les grandes lignes, les 3 consensus dont je parlais avant, divergent complètement sur le poids donné à chaque critère. J'écoute. T'aurais un exemple ? Bien sûr. Par exemple, dans les pays du cluster Est, la propension à sauver les plus jeunes par rapport aux plus vieux est bien plus faible que dans les 2 autres clusters. Ou encore, dans le cluster Sud, la préférence à l'inaction, et donc laisser le véhicule suivre sa trajectoire, est bien plus faible que pour l'Est et pour l'Ouest. Ah, et pourquoi c'est fascinant alors ? Parce que ça montre que, en tout cas dans l'esprit des gens, il n'y aurait pas une éthique mondiale, une sorte d'idée platonicienne de la morale, que donc les concepteurs de la tech devront naturellement prendre en compte la culture et les origines de chacune et de chacun. Mais ça veut aussi dire que c'est par la discussion et l'échange qu'on pourra poser des normes éthiques, trouver un consensus, et ça, c'est justement l'apanage des humains. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Merci Louis pour cette belle chronique. Alors, l'IA en général nous offre une vision du monde basée sur les données collectées. L'IA générative en particulier a dans ses fonctions premières de générer de la donnée plus que de donner une vérité. Mais nous pouvons également ajouter dans cet univers les fameuses données synthétiques, des données qui ne sont pas issues donc, de cette réalité. Ça, c'est pour les concepts. Avec l'engouement autour de ChatGPT, nous avons une tendance qui devienne presque systématique à nous tourner vers des IA génératives lorsqu'un problème nous fait face. Je dis pas ça pour toi, Cyril, qui demande à ChatGPT de faire tes introductions. Ça, c'est pour nos pratiques. C'était gratos. Il n'a pas vu venir. Giada, a-t-on raison de penser que lorsque nous utilisons des IA génératives comme Cyril, cela peut au fur et à mesure influencer notre vision du monde ? Question sérieuse malgré les rires qui vont autour parce qu'il y a Cyril qui s'en remet pas là de l'attaque. Complètement. D'ailleurs, ça suit bien justement ce que disait aussi Louis, parce que c'est vrai que on a tendance à créer ce genre d'outils, ce genre de produits, et de les appliquer et de les utiliser de manière universelle quant à la vision du monde, mais aussi le type de langage qui est utilisé. Là, on a parlé de ChatGPT, et donc évidemment, on s'exprime en langage naturel, mais même n'importe quel autre modèle, par exemple de génération d'images, de génération de vidéos, pareil, on est obligé de prompt quand même, de donner un input en langage naturel. Et donc, il y a une espèce de chose qui se fait par défaut, c'est de le déployer partout dans le monde, mais et la question, de toute façon, des biais des données, on la connaît depuis très longtemps. Elle n'est pas du tout résolue à aujourd'hui. Donc, on va perpétuer une image du monde qui appartient à une catégorie spécifique, qui est celle sur laquelle, justement, ces données ont été entraînées. D'ailleurs, j'ai envie d'ajouter, c'est pas juste une question de données aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on utilise des nouvelles techniques type renforcement, apprentissage je sais pas trop en français comment on pourrait dire ça, apprentissage par renforcement humain. Par renforcement humain, merci, par feedback de renforcement humain. Bon, bref. Ça, et aussi, d'ailleurs, par intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que, en gros, pour le faire très simple, les humains ou les IA sont obligés de choisir entre réponse A et réponse B. Parfois, d'ailleurs, même ChatGPT le fait. Donc, si jamais on vous propose, est-ce que c'est mieux la réponse 1 ou la réponse 2, vous êtes en train d'aider sur l'apprentissage aussi. Et donc, à ce moment-là, je termine là-dessus. C'est justement, c'est aussi ça ce qui va influencer les visions du monde que la machine va reproduire. Parce que du coup, est-ce que les créateurs de ces IA, les créateurs de GPT par exemple, qui est derrière ChatGPT, peuvent
influencer la vision du monde qu'ils vont vouloir amener, soit par l'apprentissage par renforcement humain, comme on le disait, et les click workers qui sont derrière d'ailleurs généralement, soit par les données qui sont choisies par l'entraînement, soit par les poids, les différents paramètres qu'ils entrent dans le fonctionnement de l'IA. Bah après, le degré d'influence, j'imagine que ça dépend aussi du degré de confiance que l'utilisateur va octroyer à la machine. Mais c'est clair qu'ils ont un pouvoir là-dedans, ça c'est sûr, parce que si on demande, d'ailleurs j'avais rédigé un papier sur notamment cette question, c'était par rapport à GPT-3, donc qui est un peu le prédécesseur de GPT-3.5 et GPT-4 aujourd'hui. Voilà, les dinosaures en gros aujourd'hui, c'est vraiment la préhistoire par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On était impressionnés en 2020-2021. Et en effet, ce qu'on avait remarqué avec mes co-auteurs, c'est que si on demandait à GPT-3 de résumer par exemple des notions qui étaient propres à une certaine vision du monde d'un certain pays et une certaine valeur, il allait avoir des conflits. Et ce qu'allait envoyer à chaque fois GPT-3, c'était vraiment des visions du monde qui avaient l'air, en tout cas, d'après nos expériences, d'être plutôt américains-centrés. Ok, mais du coup, Giada, si ce que nous donne un LLM, je dirais, comme type de réponse et comme vision du monde, c'est un petit peu influencé par ses créateurs ou ceux qui les alimentent, quelle différence finalement avec d'autres outils techniques ou même les outils liés à la culture, les livres, le cinéma, et la télé, la société du spectacle, quoi. Finalement, c'est toujours la même chose. Je suis pas d'accord parce qu'avec l'IA, il y a une mise à l'échelle qui est incroyable parce que moi, je peux développer une fois un modèle, le déployer partout, sur tous les ordinateurs, absolument tout le monde. On l'a vu, ChatGPT a eu... à Microsoft, là je pense notamment à ChatGPT qui a eu plus de 100 millions d'utilisateurs en un mois. Je pense que c'était le record de l'histoire d'Internet. Donc, pas sûr que ça ait le même effet qu'un livre. Après, on espère qu'il y ait des livres qui aient le même effet. Mais, non, mais alors, si on compare alors avec l'industrie cinématographique de Hollywood qui, pendant des années, a véhiculé aussi une certaine forme d'idéologie, parfois américano-centrée, je caricature volontairement parce qu'on peut nous opposer ça, finalement, quand on nous écoute et qu'on dit « Oui, attention, la technologie est porteuse de l'idéologie de ceux qui la font. Mais in fine, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ?» Est-ce que le cinéma, c'est une technologie ou je pense que le cinéma, c'est plutôt un art? C'est pas le 7e art. Donc, je pense que quand on va voir un film, c'est comme... Je pense que c'est un peu comme la même chose quand on lit un article de journal. En tout cas, ça me fait penser un peu à ça. Si on choisit de lire, je sais pas, Le Monde, Le Figaro, ou plutôt un autre journal, on sait très bien qu'on va y retrouver des visions qui sont un peu politisées, qui représentent une vision du monde, mais parce qu'on leur fait le choix aussi. Si on va aller voir un Steven Spielberg, évidemment, on sait qu'il va y avoir quand même des choses qui appartiennent vraiment au milieu américain. Alors que si on nous donne un outil et on nous fait croire, il y a une interaction, alors que dans le cinéma, il est assez frontal. Donc oui, moi, je peux râler soit le ciné, mais finalement, ça reste entre moi et moi-même. Ou alors, on a rencontré le réalisateur, je ne sais pas. Mais il y a une espèce de frontalité. C'est intéressant cette logique d'interaction. Et il y a l'interaction. Il y a l'interaction. Donc déjà, je peux avoir l'illusion de pouvoir interagir avec une machine alors que la machine, elle va pas changer pour moi. Et de deux, il y a le côté universalisable. Donc la machine, elle est vendue comme étant universelle alors qu'elle n'est pas vraiment. Alors que quand on fait le choix d'aller lire un livre d'un auteur, d'un Dostoïevski, on sait très bien qu'on va y trouver des éléments russes. Si on va lire quelque chose de la littérature. J'adore Dostoïevski en plus. Moi aussi. J'adore le double de Dostoïevski. L'idiot. Ah, aussi. Mais là-dessus, en revanche, Giada, je suis plus partagé parce qu'effectivement, à part peut-être un courant très très mainstream du grand public qui ne sait pas que quand tu prends telle technologie, elle est plutôt américano-centrée plutôt que le bloc asiatique. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, tout le monde a à peu près conscience que quand on utilise un outil d'un des big tech américains, il y a quand même une idéologie qui est derrière. Tout le monde. Je suis pas sûr. Tata Lucette, je peux te dire qu'elle a conscience de rien du tout. Et Tata Lucette est légion. Tata Lucette, non mais j'ai l'impression de plus en plus. Mais effectivement, c'est un vrai sujet de débat. Mais je retiens surtout cette idée que la grosse différence avec l'art, qu'est le cinéma, effectivement, le 7e art, qu'est le cinéma, c'est la notion d'interaction qui peut être trompeuse. J'ai l'impression d'avoir une certaine maîtrise sur l'outil que je suis en train d'utiliser, et finalement. Pas du tout, parce que l'idéologie qu'elle porte est très importante. Thibaut. Alors, non, c'est Mick. Non, Coucou, c'est... Ah, t'es là. Salut, c'est Mick. Alors écoute, Giada, nous, on a une petite tradition. On aime bien faire poser à notre précédent invité une question à notre invité du jour. Donc là, c'est William Eldin de 22, qui est fondateur de 22. C'est la start-up qui travaille sur tout ce qui est autour du computer vision, qui a une question
pointu pour toi. On parle de pro de l'IA à pro de l'IA. Là. Est-ce que tu penses que on va réussir à connaître ou à décrypter les datasets des réseaux qui ont déjà appris et qu'on met sur le marché? Parce que c'est un des gros enjeux aujourd'hui, c'est cette bouillie mathématique impossible à décrypter. Quels sont les axes et les stratégies que tu imagines pour pouvoir développer finalement l'information de cette boîte noire? La question porte donc sur la transparence des IA et finalement sur l'open sourcification, je ne sais pas si ça peut se dire, des données qui ont servi à l'entraînement et de tous les autres paramètres. On revient à ce sujet qu'on touche un peu depuis tout à l'heure. Bah, alors, déjà, je pense qu'en effet, d'ailleurs, j'ai parlé de ça toute la semaine, donc c'est marrant que ça revienne en boucle. Mais on l'a senti, on l'a entendu un petit peu. On sentait bien que ça chiffonnait. Et je pense que le discours autour de la boîte noire, c'est un peu une excuse pour nous dire des choses juste qui veulent pas être dites, qui veulent pas être partagées, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il reste des choses comme toutes les dimensions qui existent lorsqu'il y a des vecteurs, il y a la machine qui doit choisir quel type de contenu il va générer pour nous. Nous, on vit dans 3 dimensions, donc il y a des choses qui restent un peu difficiles à concevoir, entre guillemets, mais quand il s'agit des données, je pense que ça part, là pour le coup, on revient sur le mot intention, enfin des mauvaises intentions de ne pas vouloir en effet partager le contenu des données. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut déchiffrer ça a posteriori? Alors, il y a des outils, il y a des recherches qui se font dans le sens, qui essayent notamment de faire des outils d'exploration. Moi, je suis très fan. D'ailleurs, j'ai un projet de recherche qui est en cours. Ce serait un peu trop large de vous expliquer tout, mais en tout cas, la partie intéressante qui est peut-être intéressante pour répondre à la question, c'est que j'ai voulu pour ce projet aussi aider à créer un outil d'exploration des données, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas trop faire, c'est quand on parle de jeux de données, il faut imaginer que ce sont vraiment des données massives. C'est vraiment des quantités gigantesques. Ouais. Et donc, c'est très difficile à explorer. Donc, là où il y a la recherche qui se fait de plus en plus, heureusement, c'est dans l'exploration de ces données. Et donc, il commence à avoir des outils. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces beaux graphes d'exploration des données où on voit plein de petits points, on voit plein de petits vecteurs, on voit plein de petites choses qui sont interconnectées. Et donc, pour mettre les données, les idées en relation les unes avec les autres. Dans des clusters, en fait, exactement. Il y a ça. D'accord. Et là, l'idée est de retrouver les données d'entraînement a posteriori, c'est ça? C'est-à-dire, tu prends par exemple un GPT duquel OpenAI ne communique plus du tout sur les sources. Non, là, ça, on sait pas faire. Et qu'on puisse les retrouver a posteriori. Non, ça, on sait pas faire. Là, là où c'est devient intéressant, je sais pas si, j'imagine que vous savez, mais le fameux cas, justement, du procès entre le New York Times et ChatGPT, là, ce qu'ils ont réussi à prouver et ce qui est marqué dans les annexes, justement, du procès, enfin, de la mise en demeure, c'est qu'ils ont retrouvé mot par mot exactement les mêmes mots qu'il y avait dans des articles. Et donc là, c'est assez simple, assez évident, j'ai envie de dire, de comprendre, de prouver que ça a été entraîné sur ce genre de contenu. Mais la méthode qu'ils ont employée était loin d'être simple, si j'ai bien compris, parce qu'ils ont prompté pendant des heures, ils ont testé tout un tas de trucs. C'est quand même du rétro-engineering. C'est du rétro-engineering, exactement. Un peu compliqué. Exactement. Il y a des choses qui se font là-dedans. D'ailleurs, un autre exemple aussi assez marrant que j'avais vu passer sur Twitter, si vous demandez à ChatGPT de vous reproduire l'image de Spider-Man ou de Batman, il va vous dire non, ça c'est copyrighté, désolé, j'ai pas cette donnée dans mon système. Mais c'est quelqu'un qui a testé autour de la table. Essaye de générer l'image d'un super-héros qui ressemble à une chauve-souris ou d'un super-héros qui ressemble à une araignée. Vous aurez Batman et Spider-Man. Donc effectivement. C'est encore du rétro-engineering. J'ai fait des trucs avec Batman, avec Iron Man, etc. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus. Si, au début, en les nommant, mais ils ont un peu fermé le robinet. Mais il y a plein de détours que tu peux prendre, effectivement, y compris Mickey Mouse avec une bouteille de whisky au volant d'une bagnole. Je l'ai fait. Si on a pas mal pour tester à la fois les copyrights et puis aussi le côté éthique de la chose. C'est plus le copyright Mickey Mouse maintenant, d'ailleurs. Ouais, mais la version de 100 ans, parce que lui... Exactement. Juste, on a parlé pas mal donc de ce risque de standardisation de la pensée. Ok. Il y a un autre sujet moi qui me turlupine, si j'ose dire, c'est que on sait que les IA donc génèrent du contenu et probablement même parfois des datas, c'est les fameuses datas synthétiques, les digital twins, etc. Dans quelle mesure, et c'est une vraie question, dans quelle mesure le fait que ces IA s'alimentent
de leur propre data générée par elles-mêmes. Ça ne crée pas une espèce de vortex, une espèce de boucle comme ça, de serpent qui se mord la queue, de boucle de rétroaction, appelons-la comme on veut, qui va finir par créer une espèce de trou noir où tout va s'écrouler. Parce que si on tourne tout le temps en rond sur de la data qui est de plus en plus raffinée, qui a été artificialisée au fur et à mesure, qu'est-ce que ça donne comme représentation du monde quand nous, on va faire appel à ces IA qui se seront entraînées et auto-alimentées, quoi, d'une certaine manière. Ce sera une représentation synthétique, j'ai envie de dire. Ce sera une représentation qui n'est pas du tout... Évidemment, il n'y a rien de plus précieux que la donnée humaine. Si on fait recours à la donnée synthétique, c'est parce qu'il y a des problèmes de copyright, il y a des problèmes de quantité, il y a des problèmes de... Mais justement, ce problème de quantité, parce que c'est notamment motivé par ça, on atteint une espèce de plafond en termes de data disponible à faire ingurgiter à ces modèles, puisqu'ils ont quasiment déjà tout bouffé. Donc s'ils sont obligés de s'entraîner sur de la data qu'ils ont eux-mêmes générée, voire même des data qui sont générées par nous-mêmes, nos actions avec nos prompts, etc., ou les PDF qu'on leur met dans la tête pour les analyser, etc., est-ce qu'à un moment donné, on n'atteint pas un plafond où de toute façon, les IA seront obligés de s'appuyer uniquement sur de la data synthétique, auquel cas, ça vient fragiliser tout l'édifice. Je ne sais pas si ça va fragiliser l'édifice. Ce qui est sûr, c'est que peut-être ça va vraiment être aplati. Parce que d'ailleurs, on sait très bien que si, par exemple, on veut créer complètement un jeu de données, de données textuelles complètement synthétiques, il va falloir bien les nettoyer parce qu'on va retrouver tout le temps les mêmes mots, on va retrouver tout le temps les mêmes phrases. Donc, ce sera de beaucoup moins de qualité. Après, il y a un gros pari d'ailleurs qui se fait à partir de cette année sur les données synthétiques. Il y a pas mal d'expériences qui se font. On en fait aussi dans notre équipe scientifique au sein de Hugging Face. Donc, je dirais que peut-être la meilleure combinaison aujourd'hui, ce serait un peu un mélange des deux. Après, là où ça devient intéressant de creuser un petit peu, c'est en effet de se demander pourquoi ils essayent, et surtout, ils sont un peu obligés, les développeurs en tout cas, ils sont un peu obligés d'aller chercher les données synthétiques. Et donc là, ce qu'on commence à voir, c'est carrément des modèles qui ne font que de générer des données synthétiques pour entraîner de nouveaux modèles. Mais j'ai envie de dire, c'est la même question qu'on peut se poser par l'apprentissage par renforcement d'IA. Donc, en gros, et d'ailleurs, il y a un des modèles les plus performants qui existent aujourd'hui qui est basé sur ça, c'est Claude d'Anthropic, qui est basé sur ça. Et je ne sais pas si vous l'avez testé, mais c'est assez bluffant. Et même chose, en fait, ce sont des machines qui ont discuté, en gros, pour le faire vraiment très terre à terre, c'est des machines qui ont discuté avec des machines pendant très longtemps. Et ça marche très bien. Donc, je sais pas. Un café aussi de temps en temps. Je sais pas s'ils sortent ensemble, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Donc, il y a plein de petits détails aussi pas mal de moments différents du pipeline, en fait, de l'entraînement et du déploiement qui se font, même de réitérations qui se font après, qui, je sais pas, peuvent être intéressants à un moment. Là où les données synthétiques, en effet, peuvent poser un souci, encore une fois, pour répondre à la question, je pense que c'est vraiment l'aplatissement de tout, parce qu'évidemment, il ne va pas nous générer du Shakespeare. Donc, s'il nous génère du Claude, Claude Shakespeare. Alors, Giada, toi qui es finalement un peu aux avant-postes chez Hugging Face de l'IA, comment tu crois que ça va évoluer? Allez, sors ta boule de cristal un tout petit peu, projetons-nous, on fait des paris, ça sera retenu contre toi, ressorti dans les années qui viennent, bien sûr. Oh là là. Mais si on se projette en 2024, allez, disons à l'horizon 2030, dans les 5 ans qui viennent, ça me semble assez raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver en IA? Moi, mon pari d'ailleurs, qui était complètement peut-être en décalage il y a très longtemps, et j'ai jamais arrêté de le penser une seconde, mais qui commence à être peut-être un peu vrai aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des modèles de plus en plus petits qui vont tourner vraiment même sur nos ordi, ce qui serait génial, et pas avoir ces trucs gigantesques. Je ne sais pas si vous avez vu quand il y a eu Twitter, X, qui a sorti Grok, qui fait plus de 300 milliards de paramètres. Tout le monde était là, genre, en disant, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Où est-ce que je le fais tourner? J'ai pas Janzé à la maison, donc c'est compliqué. Donc, je pense qu'on va avoir des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus contextualisés, beaucoup plus calés sur un type de cas d'utilisation très spécifique pour qu'ils soient aussi plus contrôlables. D'ailleurs, c'était un des gros axes de mes recherches pour ma thèse, c'est de faire le pari là-dessus. Et je dois dire qu'en tout cas, côté Californie, il y a énormément de startups qui se créent là-dedans en effet, faire le pari d'accompagner les entreprises pour qu'ils aient des modèles. Exactement, pour faire des modèles. Après, je ne dis pas créer from scratch, même juste prendre des gros modèles qui existent aujourd'hui, les fine-tuner et juste les contextualiser le plus possible pour qu'on essaye, encore une fois, pas de résoudre tous les problèmes, tous les enjeux qu'il peut y avoir, mais en tout cas de mieux les contrôler
les visions du monde, langage, biais, etc. Parce que si on a un cas d'utilisation, on a un target d'utilisateur, on a un langage défini, on a des garde-fous qui sont bien établis, là, pour le coup, ça devient aussi un peu plus simple de gérer la chose. Donc, c'est bien, ça fait moins peur. Moi, j'avais peur que tu nous dises qu'à 2030, on allait avoir des modèles encore plus dingues et puis que l'autonomie des IA allait encore plus développer, qu'on allait tous mourir en 2035. On atteint un plafond, c'est ça. Très spécialisé. Mais c'est là où c'est assez intéressant ton point de vue, puisque j'ai entendu Cédrico qui partage un petit peu ce point de vue, mais qui disait qu'effectivement, Cédrico qu'on a déjà reçu, qui disait qu'il y avait au fait deux philosophies. Qui travaille chez Mistral AI, un des grands fournisseurs qui est un actionnaire de Mistral AI. Qui est un actionnaire. Mais qui disait qu'il y avait deux grandes tendances. Si on écoutait Sam Altman, qui lui a une philosophie complètement à l'inverse de ce que tu dis, qui lui dit on va aller vers des IA beaucoup plus grosses, beaucoup plus intéressantes, et qu'on a une vision plutôt francophone, donc probablement portée aussi par toutes ces initiatives que l'on a en France, où on se dit on va être plus frugal, on va être plus petit, on va aller... mais ce que tu dis, c'est que du côté californien, il y a aussi cette tendance de la frugalité, cette tendance d'aller... Il y a vraiment deux camps. Il y a ceux qui veulent en effet recréer l'intelligence artificielle générale, que ça existe. Est-ce qu'elle n'existe pas? Je ne sais pas. Je pense pas. Qui fait marrer tout le monde, quoi. Ouais. C'est rassurant que ça nous fasse marrer parce que c'est pas trop le cas. Il suffit d'aller de l'autre côté de la Manche pour que ça fasse pas trop rigoler. Et puis, en effet, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que des nouvelles petites startups, enfin, je sais parce que c'est aussi parce que le parcours classique d'un tech, en tout cas, de ce que je vois d'après ma humble expérience, c'est, tu fais 4-5 ans en startup et puis ensuite, c'est toi qui crées ta propre startup. En tout cas, tous ceux que j'ai vu passer, au fil des années, les nouvelles startups qui sont en train de fonder, c'est sur ces questions-là. Donc, je me dis, soit on a partagé les mêmes idées, soit on pense à la même chose. Après, je dois pas dire que c'est la grosse tendance aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment ces deux camps. Mais je pense aussi à un moment que d'un côté, la crise énergétique et de l'autre côté aussi juste les enjeux environnementaux, à un moment, on n'aura pas trop le choix. Ouais, exactement. Donc, voilà, on verra bien. Eh ben merci beaucoup pour cet échange, Giada. Très riche, une fois de plus, très nourri. On aurait aimé continuer comme d'habitude, mais il faut rendre l'antenne, comme on disait au XXe siècle. On rappelle ton site web giadapistili.com sur lequel on peut retrouver un certain nombre de tes papiers. Et puis évidemment, on peut te suivre sur LinkedIn. On mettra tous les liens dans l'épisode qui sera publié sur votre plateforme de podcast favori. Mais vous qui nous écoutez, restez avec nous pour les 5 dernières minutes de cet épisode. C'est l'heure du débrief. À bientôt, Giada. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, Giada. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Encore un bel épisode de French Tech, j'adore atomiser les oreilles. Si jamais vous avez dormi pendant l'épisode, vous arrivez au débrief, t'es réveillé. Alors si vous avez une plainte à faire, vous envoyez un mail cyril@trench-tech.fr et c'est au 06. Et Cyril il ramènera la plainte. Bon, attends, justement, Cyril Chaudoin, qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue d'autorisation de mise sur le marché des IA? Tu te rends compte, ça voudrait dire qu'on saurait déterminer très précisément des critères pour dire oui, ça c'est une bonne IA, c'est pas une bonne IA. Et alors, tu fais comment pour les médicaments? Mais pour un médicament, il a une finalité, donc il doit te enlever, il doit te faire repousser les cheveux, par exemple, tu vois. On peut vérifier si cette finalité est atteinte. Il y a peut-être des médicaments qui soignent le sens de l'humour aussi. C'est comme quand tu mets un nouveau nounours pour les enfants sur le marché, tu vérifies s'il respecte les normes. Ça, c'est des normes. C'est une chose. T'as un contrôle en amont. Non, attendez. Des normes, c'est une chose. Des règles, c'est une autre chose que je valide aussi. Une autorisation de mise sur le marché, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui vient valider, selon des critères hyper particuliers, que ça respecte tout un cahier des charges, en l'occurrence, en vue d'une finalité. Par exemple, justement, pour éviter l'effet boîte noire qu'on évoquait encore tout à l'heure. Alors, Giada, elle nous dit, attention, l'effet boîte noire, parfois, on se planque un peu derrière. Il n'empêche que quand tu utilises des outils technologiques qui ont potentiellement une répercussion sur ta santé, alors là on n'est pas tout à fait dans le domaine de l'IA, mais on l'a largement commenté sur les réseaux sociaux qui ont des impacts sanitaires, clairement sur la psychologie de nos enfants entre autres, mais aussi parfois uniquement sur l'obésité, etc. Alors évidemment c'est pas de l'ordre du médicament, et évidemment la question elle est un peu provoque, mais pourquoi il n'y aurait pas une espèce d'autorité de régulation qui décide si oui ou non le produit, on peut le mettre sur le marché. Alors, en tout cas, avant ça, il y a effectivement... Il faudra pouvoir faire vérifier les règles, en tout cas, de l'AI Act et autres. Bon, il faut qu'on revienne à nos petites histoires, Thibaut, là, quand même. Oui.
On s'égare avec nos débats internes. C'est quoi les petites histoires ? Alors, dis-nous Thibaut, c'est quoi les petites histoires ? Les petites histoires. Moi, déjà, je retiens 2-3 petites choses. Première chose intéressante, c'est que ici, c'est le contrôle de la plateforme. Alors, on est quand même sur une plateforme d'IA, on est donc sur des choses assez autonomes. Le contrôle, l'éthique, elle le fait manuellement. Ce qui est assez intéressant, c'est que est-ce qu'il y a une notion de confiance sur la machine, la capacité d'entraîner ? Non, en fait, c'est l'humain qui va aller contrôler un petit peu manuellement toutes ces choses-là. Je trouvais que c'était un angle pris, un prisme pris qui était aussi assez intéressant. Deuxième point, pour le coup, que je lance comme ça et sur lequel elle nous a distillé cette information et que je n'avais pas, c'est que l'éthique appliquée, donc globalement dans l'univers de la tech, qui n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date des années 60 pour elle, des années 60, donc quasiment avec l'arrivée de l'IA, et je trouve que c'est hyper intéressant de, là encore, relativiser. C'est pas une nouvelle approche, c'est pas une nouveauté qu'on s'impose avec les dérives que l'on a, c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps et sur lequel il y a un recul hyper important sur ce sujet-là. Oui, c'est juste. Ouais. Mais qui est bien renouvelé avec l'IA. D'ailleurs, c'était intéressant quand on est venu l'interroger sur est-ce que finalement on s'est porté une vision française de l'éthique. Et puis les anecdotes qu'on a eues sur cette éthique peut-être moins prude que la vision américaine de l'éthique de l'IA, c'était intéressant. Ce qui nous rappelle encore pas mal de chroniques et de sujets qu'on avait évoqués sur les différences culturelles à travers les différentes parties du globe, notamment encore la chronique de Louis dans cet épisode. Non, moi, ce que je retiens en particulier, c'est qu'il y a vraiment 2 écoles sur les perspectives en matière d'évolution de l'IA et de ses différents modèles, entre les tenants d'une IA, d'une intelligence artificielle générale, et puis les tenants d'IA beaucoup plus spécialisées, alors frugales, on a bien compris, dans le nombre de paramètres et donc dans la consommation aussi énergétique que ça provoque, mais aussi beaucoup plus spécialisées, et notamment pour conquérir le marché B2B, parce qu'effectivement, et là je suis assez ravi d'entendre ce que dit Giada, moi c'est ce que je répète à longueur de champ, enfin à tout bout de champ à mes clients, c'est qu'effectivement pour moi aussi l'avenir des quelques prochaines années, ça va être des IA beaucoup plus spécialisées, et qui sont plus utiles aussi, parce que plus performantes pour les entreprises et moins coûteuses, parce que quand on sait ce que ça coûte de déployer une IA, quand bien même elle a été sur étagère, entraînée ensuite pour la fine-tuner avec ses propres data, c'est pas donné à tout le monde, quoi. French Tech. Et voilà, nous avons passé plus ou moins 60 minutes ensemble pour exercer notre esprit critique sur les enjeux d'intermédiation entre les données avec lesquelles entraîner nos IA et la représentation de notre monde que ces dernières finiront par nous donner à leur tour. On espère que cet épisode avec Giada Pistilli vous a plu et qu'une nouvelle fois, il vous a permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Ça donne du sens à notre engagement. Et vous, ça vous prend à peu près 30 secondes. Et puis tiens, pour nous quitter, j'ai envie de vous laisser avec cette phrase de Marie Dariussec. Toute écriture est politique puisque toute écriture est une vision du monde.